absolument. Serge qui nous a écrit, il dit « Bonjour Rim, pouvez-vous parler d'un thème dont on ne parle jamais, la maladie de l'apéronie et merci d'avance ». Alors vous, Jimmy, vous aimez bien parler des petites choses gênantes. Voilà, et bien aujourd'hui, nous, il n'y a pas de tabou, on va répondre à Serge. Et regardez, comme ça arrive souvent, la maladie de l'apéronie, ça vient du nom d'un médecin. Et là, je vous présente donc François Gigot de l'Apéronie. C'était l'un des premiers et des plus grands chirurgiens de son époque. Et c'est lui, le premier, en 1743, qui a décrit cette maladie de l'apéronie. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous, de cette pathologie ? Une addiction à l'apéro, c'est ça? Pas tout à fait. Non, parce que celle-là, peut-être je laisse celle-là. L'apéronie, ça vous dit quelque chose, Nordine? Non. Ah non, Chef Chéri moi Marc, j'ai non. découvert Vous découvrez ça le maquillage. Et pourtant, Ça, j'ai vu comme ça en loge, c'est comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Thierry Marx? C'est ça que vous regardiez. non, mais c'est pas si rare, hein, puisqu'on estime que ça touche 3 à 9% des hommes et que ça peut arriver, voilà, dans peut-être, voilà. Mais et oui. donc, ça peut arriver de 35 à 65 ans. Et c'est une vraie maladie. Mais c'est Alors, quoi, on va- en fait on va vous expliquer ce que c'est. Alors, vous le savez, pour avoir une érection, on a besoin de corps un peu particuliers qu'on appelle des corps caverneux. Ces corps caverneux, sous l'effet de la stimulation, vont se gonfler, se gorger de sang, permettant à la verge d'être en érection. En fait, ces corps caverneux, ils sont dans une enveloppe un peu particulière qu'on appelle l'albuginée, qui est normalement... Jimmy, il faut pas rester souple. sérieux, Jimmy, moi. Jimmy, Ah bah si, je parle non, mais je suis vraiment très sérieux. Jimmy, vraiment? Bah, il y a un pénis, oui. Non, mais c'est un pénis. Cette émission, je vais rester ici. Mais oui. Ah bah, pas plus. non, mais oui, non, mais c'est un... Bah voilà, bah, c'est L'image un- est folle. Ah, c'est fou. Un zizi et tout de suite, vous vous êtes perdu, Donnel. En tout cas, cette albuginée, en temps normal, elle est souple, elle est spongieuse et elle peut justement se dilater sous l'effet de la stimulation. Dans la maladie de l'apéronie, eh bien, cette albuginée, elle devient fibreuse, rigide, qui fait que la verge va se couder jusqu'à un angle très important. On peut avoir la verge en angle droit. Et oui, absolument. J'attendais la réaction de Donnel, mais... Non, mais là, on est clair. C'est vrai, Non, mais au-delà... J'ai vu, c'est pi 3,14. Non, mais au-delà du côté spectaculaire, et c'est vrai qu'il peut faire sourire, bah, je vous assure que ça peut être une vraie Complètement. souffrance hein, pour les hommes qui en souffrent, parce qu'il y a un retentissement sur la vie sexuelle. Ça peut donner des problèmes d'érection, des douleurs et parfois même de la dépression. Et il y a des causes plutôt fréquentes et banales, en fait. C'est parfois même des tout petits traumatismes Ouais. qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Exactement. Regardez, donc parmi les causes, on a des traumatismes et micro-traumatismes lors des rapports sexuels. Et puis, il y a aussi des facteurs prédisposants, notamment une maladie qu'on appelle la maladie de Dupuytren, qui est une maladie génétique où les tissus sous la peau de la main s'épaississent et se rétractent. Puis, il y a des choses dans le mode de vie, le tabac, l'alcool ou le fait d'avoir du diabète et puis certaines infections de l'urètre. Et justement, quand on parle de micro-traumatisme, c'est-à-dire que lors des rapports sexuels, on peut avoir une douleur tout d'un coup, on regarde, tout ça arrive un jour ou l'autre. Non. Non, jamais, ok. Bon. En tout cas, On regardait beaucoup trop Jimmy. non, mais ça repart et on se rend pas compte, mais les tissus ne cicatrisent Ah, pas oui. correctement, ils Ah, oui, deviennent oui. fibrosés, ils se déforment et c'est comme ça qu'on peut avoir cette maladie. L'idée, c'est d'avoir des solutions et on peut la prendre en charge. Oui, absolument. Et surtout, n'attendez pas, ne soyez pas gênés. hein. Les urologues, ils connaissent vraiment ça. Ils peuvent vous aider parce qu'il y a deux phases dans cette pathologie. D'abord, on a un peu de douleur, quelques difficultés lors de l'érection, la courbure qui progresse petit à petit. Et là, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous aider vis-à-vis de cette douleur, soit en vous proposant des ondes de choc, c'est une technique, prescription d'anti-inflammatoires ou bien des médicaments qui aident pour les troubles de l'érection. Le docteur Sophie Roux, qui est urologue, m'expliquait qu'à ce stade, c'est assez expérimental. Ça, c'est la première phase, à la phase aiguë où parfois on néglige les symptômes. Et puis, si on ne fait rien, ça peut s'installer dans le temps et on passe à une deuxième phase, une phase chronique. Oui, et là, on considère qu'en gros, ça fait 6 mois que vous avez donc cette courbure. Et là, on peut vous proposer une opération. Alors, c'est une opération qui est quand même assez importante. On va par exemple retirer la plaque fibreuse qu'on a vue tout à l'heure. Et si vous avez des problèmes d'érection importants, on peut aussi vous proposer la pose d'un implant pénien. Donc ça peut aller loin, mais heureusement, il y a aussi des traitements un peu moins invasifs. Parce que l'implant pénien, ça marche très bien, vous verrez un jour Donnel. Mais c'est vrai, ça marche vraiment bien. On avait reçu un patient, un patient témoin. qui nous l'avait montré. Exactement, sa Ouais. vie sexuelle était révolutionnée grâce à l'implant pénien, mais heureusement, il y a des traitements moins invasifs. Oui, alors notamment les injections de PRP, plaquettes riches en plasma. En gros, on va vous prendre un échantillon de sang et ensuite, les médecins vont travailler avec ça et puis ils vont vous faire des injections de cette mixture-là, le PRP. Il en faut 6, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça ne va pas corriger la courbure de façon miraculeuse, mais vraiment, ça améliore la vie des patients et puis ça peut vous permettre d'éviter l'opération dont on a parlé. Voilà, donc moi je voudrais vraiment dire, si vous avez ce souci, n'hésitez pas, parlez-en, les médecins connaissent et puis il n'y a pas de tabou chez les médecins.
Tout comme au Mac de la santé. Ben exactement. Et donc, on remercie Serge d'avoir eu l'honnêteté de nous poser cette question. Rim, on rappelle comment on fait pour vous écrire ? Oui, donc c'est rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Lionel, vous n'êtes pas déçu du voyage ? Non, Serge, quand on change les lettres, c'est Nordine. Bien sûr, tout le monde a compris un acronyme. C'était gratuit, ça. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Donnel, vous faites le malin, mais après, vous savez qu'on va aller au sport Je avec sais, Nordine. et Nordine m'a dit que je vais mourir. Il m'a prévenu déjà. Il vous a prévenu, mais moi aussi, il m'a prévenu. Donc c'est pour vous dire que ça va être très, très chaud. Donc, faites pas trop le malin. En tout cas, dans l'intervalle, on vous parle d'une discipline qui nous a fait vibrer durant les Jeux paralympiques de Paris, le cécifoot, le football adapté aux déficients visuels. Nous y avons rencontré Martin Baron, un champion paralympique, et il continue de s'entraîner dans son club de Bondy. Un reportage d'Adèle Lecanu, Claire Debusière, Nathalie Vincenti. Bondy, terre de champions. Après avoir vu grandir Kylian Mbappé, la ville célèbre aujourd'hui d'autres médaillés sur la façade de sa mairie. Ça, c'est l'équipe cécifoot de Bondy. Ces 4 joueurs non-voyants du club de Bondy font aussi partie de l'équipe de France de cécifoot, une équipe médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Paris. En tant que Bondinois, ça nous rend fiers. C'est une leçon de vie. Voilà, aveugle, joue au foot. Et c'est un exemple extraordinaire pour toute la jeunesse. Et on arrive à vivre ensemble et à partager des émotions très fortes ensemble. Parmi les champions, Martin Baron, 37 ans, et un palmarès à faire des envieux. 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent aux championnats d'Europe, l'argent encore aux Jeux paralympiques de Londres, et enfin la consécration, l'or aux Jeux de Paris. Pourtant, malgré tout cela, le quotidien de Martin n'a rien de celui d'une star. Alors Martin, après les JO, il n'y a pas de limousine qui vient vous chercher? A priori non, ou alors je l'ai loupé. Si j'avais un choix à faire, je ne choisirais pas le fait qu'une limousine m'attende pour m'emmener à l'entraînement, mais plutôt que le nombre d'infrastructures dédiées au cécifoot augmente et qu'il y en ait une plus près de chez moi. En fait. Martin est ingénieur informatique. Pour se rendre à l'entraînement 2 fois par semaine à Bondy, il doit faire près d'1 heure de transport en commun. Là, c'est le retour à la vie normale. Ouais. Entraînement, boulot, dodo. Bus 114. Martin est aveugle de naissance. Pour se repérer dans l'espace et être autonome, il a développé ses capacités auditives. Je suis non-voyant total, je vois pas du tout. Et on utilise ce qu'on appelle l'écolocalisation. Quand les sons rebondissent sur les objets, les bâtiments, on arrive à mesurer la distance en fait, qui nous sépare de ce qui nous entoure. Donc c'est complètement grâce à ça que je me déplace dans la rue, dans les transports. Monsieur Benjamin, ça va bien? Ok. Ça fait bonne route? Oh, trop bien. L'écolocalisation, c'est exactement ce qu'utilisent les joueurs de cécifoot pour se mouvoir sur le terrain. Pour jouer, Martin s'appuie sur tous les sons qui l'entourent. Il y a le bruit du ballon, évidemment. On a le son des adversaires donc, qui se signalent en disant « voy, voy, voy » quand ils se déplacent. Donc ça nous permet de les localiser. Et pour marquer, les joueurs se dirigent grâce aux indications d'un guide situé derrière le but. Maintenant, axe, boum. En fait, ça permet de situer le joueur par rapport au cage. En gros, j'indique les distances. Le cécifoot nécessite la collaboration constante entre voyants et non-voyants. Dommage, elle était bien. Trop croisé maintenant. Pour Samir Gassama, le coach de l'équipe de Bondy, c'est notamment cette union qui fait la force de ce sport. C'est du bon pour tout le monde, c'est du bon pour les personnes en situation de handicap comme pour nous. On apprend d'eux, ils apprennent de nous, donc c'est parfait. Moi, ce qui me plaît plus dans le cécifoot, c'est que c'est des gars qui veulent toujours se dépasser, qui donnent toujours plus. Ce qu'on perd un peu dans le football, et c'est du football pur, et pas du football bling-bling. Donc, et les gars, ils sont là, ils en demandent, donc moi, ça me plaît. Quand ils sont réceptifs comme ça, c'est parfait. On y va! Tous ici sont amateurs et passionnés. Martin, lui, a découvert le cécifoot lors de son adolescence. L'exigence de cette discipline l'a aidé à mieux gérer son handicap. Il faut qu'on aille très vite avec le ballon, il faut qu'on défende très vite, il faut qu'on soit très réactif aux informations qui nous viennent. Tout ce truc-là qu'on fait dans la vie quotidienne pour tout simplement vivre, on doit le faire en vitesse x100 sur un terrain. Et donc forcément, du coup, dans la vie quotidienne, on est encore plus à l'aise quand on doit le faire.
Le club de Bondy compte bien surfer sur la vague JO et va ouvrir une académie de cécifoot pour les enfants malvoyants de 6 à 16 ans, la première d'Île-de-France. En fait, l'idée, oui, c'est penser aussi à la relève de nos joueurs et aussi de proposer une activité pour ces jeunes-là. Toucher un ballon et de jouer et d'être sur un terrain de football, on voit le bonheur que ça peut leur apporter. Donc nous, ça nous fait que du bien et on est excités d'ouvrir très prochainement cette section. Quant à Martin, il représentera peut-être encore la France dans 2 ans au championnat d'Europe.